Édition spéciale consacrée à la visite du président angolais João Lourenço en Algérie, visite officielle de 3 jours, bien sûr une visite importante et stratégique car elle comprend l'important volet de l'énergie à propos duquel il y a beaucoup de choses à dire. Différents accords ont été signés d'ailleurs cet après-midi, l'Algérie et l'Angola, deux géants africains du pétrole et du gaz qui coopèrent déjà pour à la fois sécuriser leur approvisionnement, échanger des expertises et développer des projets conjoints. Lorsqu'on parlait de la diplomatie de l'énergie algérienne, elle revêt ces dimensions. Le ministre de l'énergie Mohamed Arkab s'était rendu à Luanda, capitale angolaise, en juin 2025 pour renforcer un partenariat bilatéral dans le pétrole et le gaz et les et les énergies renouvelables. En avril 2025, cette coopération a été institutionnalisée d'ailleurs. L'Angola intègre activement, elle, les énergies renouvelables, solaire, hydroélectricité, et cherche à réduire son empreinte carbone. L'Algérie, de son côté, affirme comme un fournisseur majeur de gaz vers l'Europe et un hub pour l'hydrogène vert, le fameux projet South 2. Deux géants du pétrole donc, l'Algérie et l'Angola, deux producteurs stratégiques. Mais comment peser davantage avec cette carte de l'énergie sur les décisions africaines et pourquoi pas mondiales? On en parle et c'est tout de suite. L'Angola et l'Algérie, acteurs majeurs avec le Nigeria et la Libye au niveau africain par rapport à la production de pétrole et de gaz, mais comment surtout transformer cette carte de l'énergie en termes de levier de puissance économique et de souveraineté. Pour en parler, j'accueille Moustapha Mekidesh. Bonsoir. Bonsoir. Économiste et surtout spécialiste de la question de l'énergie. Encore une fois, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Moustapha Mekidesh, alors quelques chiffres, quelques données. L'Afrique possède 7% des réserves mondiales de pétrole avec des acteurs clés comme le Nigeria, la Libye, l'Angola et l'Algérie bien sûr. Alors selon vous, première question qu'on a envie de vous poser, quel état des lieux faites-vous de cette carte énergétique au niveau africain? Moi je crois qu'il y a le quatuor de tête que vous avez cité, le Nigeria, la Libye, l'Algérie et l'Angola. Donc, ils constituent effectivement les producteurs les plus importants en Afrique, avec d'autres qui sont émergents, dont on pourra parler peut-être. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, lorsqu'on compare, si vous voulez, l'Angola et l'Algérie du point de vue si vous voulez, des hydrocarbures, il y a une production à peu près équivalente en matière de pétrole brut. Donc, avec l'Angola qui fait un peu plus que nous, mais enfin, ça reste quand même 1,1 et l'Algérie autour de 1 million de barils de jour, ce qui constitue, si vous voulez, donc une comparaison intéressante à voir. L'autre aspect, c'est que l'Algérie donc est un gros producteur et exportateur de gaz naturel, ce qui n'est pas le cas pour l'Angola. Ceci étant dit, donc ils ont des économies qui peuvent donc sur le plan, si vous voulez, des populations, donc l'Angola est autour de 40 millions d'habitants, l'Algérie donc 45-46, donc il y a, si vous voulez, des éléments de comparaison qui peuvent faire en sorte, et qui témoignent, si vous voulez, de leur poids en Afrique. Au Maghreb pour l'Algérie, et en Afrique australe pour l'Angola, et aussi donc un parcours historique qui fait que les fondations, si vous voulez, les fondements économiques de leur coopération sont assis sur une histoire dans le mouvement de libération nationale, donc qu'il faut quand même rappeler. Moustapha Mekidesh, en Afrique, on le sait, 70% du pétrole est exporté, un pétrole brut. Quand 70% du pétrole est exporté, cela limite bien entendu les retombées locales. La question de fond est de savoir comment le continent peut transformer la richesse, le pétrole et bien d'autres richesses d'ailleurs, en levier de puissance. Absolument. Alors, vous faites bien de mettre l'accent sur le gap et beaucoup de retard à rattraper en termes d'électrification de notre continent. Donc, je vous renvoie à l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui en fait un des objectifs le plus importants, c'est celui d'électrification et de l'élargissement, si vous voulez, de la disponibilité de l'énergie sur notre continent, qui est un défi important. Et des pays comme l'Angola et l'Algérie peuvent y contribuer évidemment aux côtés du Nigeria et de la Libye de façon significative. Et ça, je pense que le premier aspect,
c'est de pouvoir développer déjà les relations entre les opérateurs historiques des deux pays. Je pense à Sonatrach et puis à Sonangol, donc qui ont déjà des relations historiques, pour pouvoir à la fois continuer d'exporter une partie, si vous voulez, des hydrocarbures vers le reste du monde, mais également en renvoyer une partie au continent lui-même de façon endogène pour élargir, si vous voulez, les capacités énergétiques du continent, parce qu'il en aura besoin pour deux raisons. Il en aura besoin pour les ménages, pour améliorer l'IDH et la situation, si vous voulez, des ménages en Afrique, mais également pour en faire un élément pour pouvoir développer sur place les industries qui ont besoin d'énergie. Et jusqu'à présent, donc aussi bien dans le domaine minier que dans le domaine industriel, il y a une transformation qui est faite hors de l'Afrique. Or, parmi les objectifs qui sont fixés, notamment avec la ZCLAP, c'est de pouvoir transformer le maximum de produits, de matières premières sur notre continent en Afrique. Et l'énergie joue un rôle important pour cela. Sama Mekidesh, la relation algéro-angolaise est multidimensionnelle. On vient d'apprendre par exemple qu'une ligne aérienne sera ouverte dès juillet 2025 entre Alger et Luanda. C'est le président Abdelmadjid Tebboune qui l'annonce. Mais on voulait revenir sur davantage ce que comporte justement cette relation entre l'Algérie et l'Angola à travers ce sujet signé Nariman Zegar. On revient tout de suite après pour continuer les échanges. À tout de suite. « 50 ans de fraternité, 50 ans d'une fidélité qui n'a jamais vacillé. Quand le président angolais foule le sol algérien aujourd'hui, il ne visite pas une capitale étrangère. Il revient sur une terre qui a porté l'espoir de son peuple. Et c'est justement ici, dans cette ville, que le mouvement populaire de libération de l'Angola a trouvé refuge dans les années 60. C'est ici qu'Agostinho Neto et ses compagnons ont tracé depuis l'exil les contours d'un Angola libre. L'Algérie leur a offert un soutien militaire, une formation et quelque chose d'encore plus précieux, une voix. Une tribune sur la scène internationale à l'heure où l'Afrique peinait à se faire entendre. Ce n'est pas pour rien qu'Alger a hérité du surnom de Mecque des révolutionnaires. Cet héritage ne s'est pas évanoui avec la fin des luttes de libération. Au contraire, il s'est transmis génération après génération comme une conviction fondatrice. La liberté de l'Afrique est indivisible. C'est sur ce socle que repose aujourd'hui encore la relation entre les deux pays, une doctrine commune, ancrée dans la durée, souveraineté des peuples, non-ingérence, solution africaine aux problèmes africains. Au sein de l'Union africaine, Alger et Luanda portent ensemble ce flambeau. L'Angola soutient la cause sahraoui. Les deux capitales opposent d'une même voix un refus catégorique à toute forme de tutelle extérieure sur les affaires du continent. Ensemble, ils constituent un rempart, un axe de pression pour que l'Afrique soit maîtresse de son destin. Et à ce partenariat politique vieux d'un demi-siècle vient désormais s'adosser une ambition économique à la hauteur de l'histoire. Selon les données des plateformes de commerce international, les exportations algériennes vers l'Angola ont atteint 1,33 million de dollars en 2024. S'ajoute à cela 20 accords de coopération signés entre 2025 et 2026 dans différents secteurs et un conseil d'affaires algéro-angolais institué pour que la volonté politique se traduise en échanges durables et en prospérité partagée. Et dans ce paysage africain en pleine recomposition, l'axe Alger-Luanda s'affirme avec une force renouvelée, adossée à ce que l'histoire a bâti, tournée vers ce que l'avenir commande. 50 ans après les premières poignées de main entre révolutionnaires, les deux pays ont à nouveau rendez-vous, non avec le passé, mais avec l'Afrique qu'ils entendent construire. Voilà cette relation algéro-angolaise multidimensionnelle avec ce sujet signé Nariman Zegar. Toujours avec nous, Moussa Mekidesh. Justement, on voulait parler avec vous également de cet aspect, l'agression américaine sioniste contre l'Iran, avec un impact sur l'échiquier de l'énergie mondiale. Cela a été une aubaine d'ailleurs pour l'Algérie, notamment au niveau du gaz. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet aspect certains pays ont tiré leur épingle du jeu, c'est le cas de l'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous donner certaines précisions à ce niveau-là ? Oui, je pense que
il ne vous a pas échappé que l'évolution des prix des hydrocarbures, et notamment du pétrole brut, donc, ont augmenté de façon exponentielle. Et ça, c'est un élément positif pour les pays exportateurs de pétrole en particulier, et même du gaz naturel. Alors, s'agissant de l'Angola, elle exporte donc essentiellement du pétrole. Elle est dans une situation où elle a une dette extérieure donc qui est significative, avec un service de la dette qui est important, et que par conséquent, cette élévation importante, si vous voulez, des prix du brut va lui permettre de desserrer cette contrainte extérieure, essentiellement entre les mains de l'Angleterre et de la Chine, et lui permettre également donc de dégager plus de ressources pour pouvoir allumer d'autres moteurs de la croissance. Ça, c'est un élément très important, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, puisque nous n'avons pas de dette extérieure, et de ce point de vue-là, donc c'est un aspect qui est important pour permettre donc à l'Angola, pays frère, de pouvoir disposer de ressources pour pouvoir, comme je l'ai dit, allumer d'autres moteurs de la croissance, notamment dans l'agriculture, notamment dans les mines et notamment également dans les industries. On l'a dit, l'agression américano-sioniste contre l'Iran a eu un impact sur l'échiquier de l'énergie mondiale. Le baril du pétrole avoisine environ les $108. Donc c'est un marché de l'énergie qui est au conditionnel. Est-ce que les pays africains producteurs de pétrole peuvent jouer un rôle pour stabiliser le marché mondial? On sait qu'ils n'ont que 7% des réserves de pétrole au monde, mais quand même, est-ce qu'il y a une carte à jouer à ce niveau-là? Oui, je pense que pour ce qui concerne, par exemple, déjà donc l'Angola, elle est traditionnellement donc elle est tournée vers l'Asie, donc elle est donc l'océan Indien n'est pas très loin, donc elle va pouvoir, elle a dû le faire probablement, j'ai pas les chiffres en tête, donc une demande accrue des pays asiatiques, notamment la Chine, l'Inde, etc. Donc qui font partie déjà de ces marchés traditionnels. Et pour l'Algérie, c'est l'Europe, donc pour le gaz essentiellement, mais pas que. Alors, tout ça marque, si vous voulez, le fait que par rapport, si vous voulez, à la communauté internationale, les engagements des pays africains en matière de production et de couverture, si vous voulez, des besoins qui peuvent être exceptionnels ou réguliers, est déjà là. Mais l'autre aspect des choses qu'il faut voir également, c'est également maintenant de mettre de plus en plus l'accent sur la nécessité d'élargir, si vous voulez, et de couvrir la demande africaine en matière de produits énergétiques. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, les coopérations, par exemple, entre Sonatrach et Sonangol, peuvent permettre à la fois d'élargir les réserves, elles peuvent être présentes en commun sur des permis, si vous voulez, aussi bien donc en Afrique de l'Est que dans d'autres régions où il y a des indices intéressants, mais également dans l'offshore. Et ça, si vous voulez, c'est déjà construit. Je pense que les relations entre Sonatrach et Sonangol, la Société nationale angolaise de pétrole, sont déjà des relations historiques. Donc nous formons déjà leurs ingénieurs à l'IAP depuis déjà plusieurs décennies. Mais ça peut être un élément intéressant à suivre. Et également, dans le cadre de l'APO, l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole, dans laquelle l'Algérie et également l'Angola jouent un rôle important. D'ailleurs, ils sont à l'initiative de la création d'une banque africaine de l'énergie pour pouvoir financer, si vous voulez, ce type d'opération et pour permettre, si vous voulez, d'avoir une disponibilité d'énergie plus grande sur notre continent. En effet, plus grande sur notre continent, c'est-à-dire avoir un levier de puissance pour à la fois diversifier son économie et asseoir davantage de souveraineté, notamment de souveraineté économique. Bon, on le sait, l'Angola essaye d'opter pour la carte du pétrole pour développer par exemple son agriculture. Les ressources en or noir pèsent environ 30% du produit intérieur brut du pays, mais cela s'épuise. Le pays tente, il faut le dire, péniblement de diversifier son économie avec des terres arabes qui représentent un immense potentiel. On sait en Angola, il y a un manque d'infrastructures qui fait obstacle à un développement. C'est le paradoxe africain, c'est-à-dire être riche en ressources, mais pauvre à la fois. Cela s'observe en tout cas un peu en Angola. Vous allez me donner votre avis. Oui, vous avez parlé du secteur de l'agriculture. Effectivement, c'est un paradoxe parce que les terres sont arables, donc ils ont des quantités importantes. Mais là, il faut une industrie des engrais.
Or, donc là, de ce point de vue-là, donc il va falloir par exemple, donc avoir une coopération avec l'Algérie qui, de ce point de vue-là, a une expérience historique qui peut permettre qui peut permettre à l'Angola d'accéder, si vous voulez, à ces ressources pour pouvoir avoir une agriculture qui soit donc productive. Ça, c'est également pour les infrastructures. Également, donc il y a et de ce point de vue-là, je voulais relever juste un aspect peut-être. Par exemple, sur l'IDH. L'Algérie donc est en tête dans le continent africain depuis déjà, et c'est récurrent depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'elle a l'indice de développement humain le meilleur sur le continent, lorsqu'on exclut les Maurice et les îles Maldives, etc. Donc, et ça témoigne du fait qu'il y a eu une redistribution plus importante et si vous voulez, un niveau, si vous voulez, de protection sociale plus important. C'est pas le cas encore donc en Angola. Ils peuvent également, si vous voulez, prendre l'expérience algérienne pour pouvoir élargir, si vous voulez, et prendre en charge cet aspect des choses qui est important parce que les ressources humaines en Afrique constituent, du point de vue de l'éducation, du point de vue de la santé, du point de vue également peuvent constituer également donc un vecteur important à développer. Le pétrole et le gaz, bien entendu, sont des piliers de la richesse. Le défi est de transformer cette richesse en développement, mais cette richesse doit aussi reposer sur des infrastructures de transport, rail, port aussi, beaucoup d'infrastructures. On l'a vu avec Rar Jubilet, il y a une espèce de petite révolution au niveau des infrastructures qui est en train de s'opérer. Ça se passe également en Afrique. On parle bien entendu de la route transsaharienne, la fameuse route du diamant. Bon, c'est un sujet en soi. Mais est-ce que ces projets de transport ferroviaire, des hubs au niveau du transport, est-ce qu'on est au diapason avec la croissance africaine de demain? La Banque mondiale sait que la croissance mondiale se situera surtout en Afrique. Est-ce qu'au niveau des infrastructures, on est prêt ou est-ce qu'on essaye d'être déjà au diapason avec la croissance de demain, tout simplement? Moi, je crois que c'est vraiment l'un des éléments stratégiques là, sur lesquels vous mettez l'accent. C'est celui, donc, si vous voulez, du développement des infrastructures en Afrique, en particulier routière et le rail aussi. Et là, je crois qu'il y a donc l'expérience algérienne de développer, donc, qui est déjà... qui est déjà réelle, elle est sur le terrain. Donc de Tindouf à Oran, c'est pas n'importe quoi, c'est un grand projet. Et il y a aussi donc un autre projet sur lequel il peut y avoir une coopération extrêmement forte entre l'Angola et l'Algérie. C'est le fait que l'Angola également a un projet de développer donc le rail entre donc la côte ouest et la côte est de l'Afrique en traversant donc un certain nombre de pays africains. Et ça, c'est un grand projet sur lequel, donc, ça permet d'alimenter, si vous voulez, en carburant, en pétrole brut, donc un certain nombre de pays donc, qui sont traversés, et également, si vous voulez, de pouvoir développer donc un transport de marchandises qui soit optimal. Et ça, ce projet-là, l'Algérie peut apporter, si vous voulez, et l'Angola se retrouve sur des grands défis continentaux sur lesquels ils peuvent raccorder leurs violons et coopérer de façon significative, trouver les financements, trouver les technologies et mettre en œuvre ces grands projets-là. Justement, ça a servi à ça un tout petit peu la dernière rencontre de la ZLECAf ou l'IATF. La ZLECAF, c'est la zone d'intégration économique africaine. L'IATF à Alger, ça a été aussi l'occasion pour parler de ces sujets-là et des solutions africaine pour les Africains, pour le développement. En tout cas, c'est les défis sur lesquels on table pour 2030-2032. Est-ce la solution pour un monde de demain, ou est-ce que les services financiers, est-ce que les banques, est-ce que les élites africaines, est-ce que les pays sont prêts pour justement être au rendez-vous de ce fameux 2030 où il y aurait en principe une zone d'intégration africaine? Alors moi, je pense qu'on en prend le chemin. Donc, il y a non seulement une volonté forte, mais les instruments institutionnels sont déjà en place. La ZLECAf, c'est pas une vue de l'esprit, c'est déjà opérationnel. Donc, et les instruments sont en train. Alors, les financements, il y a donc que la Banque africaine de développement, la BAD, s'engage de façon plus significative dans le financement d'un certain nombre de projets. On a parlé des projets d'infrastructure, mais également dans la mise en place de la Banque africaine de l'énergie, donc qui est un projet commun soutenu par l'Angola et l'Algérie, peut permettre, si vous voulez, à la fois
de financer donc l'ensemble, si vous voulez, des micro-investissements, mais également des grands projets d'infrastructure énergétiques, que ce soit dans les énergies conventionnelles, comme le pétrole ou le gaz, mais également dans les énergies renouvelables. Capter la valeur au lieu de l'exporter, on l'a dit, on insiste encore, on exporte la matière brute sans la transformer sur place, c'est-à-dire on n'intègre pas une échelle de valeur. Où en sont justement les deux pays à ce niveau-là? Parce qu'on parlait de cette révolution économique déjà dans les années 60-70. Il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté économique africaine. Oui, moi je pense que déjà l'Algérie, elle s'est engagée dans ce processus, puisque donc il y a donc un processus, si vous voulez, de transformation sur place. Par exemple, la pétrochimie. L'expérience de la Sonatrach dans la pétrochimie peut tout à fait correspondre à des besoins en Angola aussi. C'est la même problématique. Donc, pendant un certain nombre d'années, au lieu de tous nos besoins en plasturgie, viennent de l'étranger, alors qu'ils sont produits à partir de produits d'une grande partie si vous voulez, de produits algériens. Et donc maintenant, Sonatrach avec du retard peut-être, mais elle a engagé donc un vaste programme de pétrochimie pour pouvoir conserver sur place, alors de produire sur place, si vous voulez, un certain nombre de produits pétrochimiques faits à partir donc des hydrocarbures, mais également, si vous voulez, de les transformer, et de ne plus importer, mais également d'exporter et de couvrir d'autres besoins. Et ça, c'est une expérience dans l'aval pétrolier qui peut tout à fait intéresser et sur lesquelles des coopérations entre Sonatrach et Sonangol peuvent se construire autour d'un certain nombre de produits qu'ils peuvent donc faire pour leurs besoins nationaux, mais également pour les besoins africains de façon plus générale. Moustapha Mekidesh, vous avez parlé tout à l'heure de la dette de l'Angola. On sait aussi que certains pays africains comme le Kenya, l'Éthiopie, l'Angola bien entendu, ont tous converti leur dette qui était libellée en dollars, ils l'ont converti en yuan. D'ailleurs, l'Indonésie, la Slovénie a fait pareil. Le Kazakhstan d'ailleurs qui émet désormais des obligations en yuan. Est-ce que c'est une solution? Qu'est-ce que gagne par exemple l'Angola en ne présentant plus ou en ayant une dette par exemple présentée en yuan? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Quel est l'avantage? Oui, là, de façon bilatérale. Moi, je pense qu'elle a dû le faire. Donc déjà, elle peut engager, si vous voulez, elle peut engager, si vous voulez, ce chemin-là, parce que donc il y a la dette extérieure de l'Angola est essentiellement détenue par l'Angleterre et la Chine. Donc vis-à-vis de la Chine, donc il y a donc un problème culturel. Mais avec l'Angleterre, donc ça restera donc libellé dans les monnaies, donc soit le dollar, soit donc la livre sterling. Je ne sais pas dans quelle monnaie c'est. Mais c'est effectivement un aspect qu'il va falloir traiter et sur lesquels, à mon avis, donc il doit y avoir une réflexion approfondie sur les mécanismes qui peuvent soulager l'Angola d'une partie de la dette, parce que le service de la dette constitue pour elle un obstacle à son développement. Comme il a constitué pour nous dans le passé un obstacle, et c'est pour ça que, du point de vue de la dette extérieure, l'Algérie est très vigilante sur le fait de la maintenir ou de la supprimer. Alors on l'a dit, l'Afrique, une Afrique souveraine économiquement, ça veut dire davantage d'usines, davantage d'infrastructures, davantage de transformation de ressources sur place en valeur ajoutée. Moustapha Mekidesh, on est en 2026. Pourquoi, selon vous, cela a tardé? Quels sont les obstacles majeurs? Je sais qu'il est difficile de répondre succinctement à cette question, mais quand même, quelles sont l'urgence? Quelle est l'urgence à solutionner pour justement dégager une espèce de dynamique et essayer de prendre à bras-le-corps la souveraineté africaine? Ça, c'est très important. Vous savez que j'ai été président du panel du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui est donc l'institution et l'agence, si vous voulez, qui traite de l'évaluation des gouvernances des pays africains, au plan politique, mais aussi au plan économique. Et effectivement, parmi les obstacles que j'ai pu observer à travers les pays que j'ai pu évaluer, en Afrique australe, en Afrique de l'Est et en Afrique occidentale, c'est qu'il y a, si vous voulez, le poids, si vous voulez, des lobbies qui ont fait en sorte de ne pas permettre aux pays de notre continent de transformer sur place leurs richesses. Je cite un exemple, la Côte d'Ivoire, le chocolat.
La Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur au monde de cacao. Et je retrouve, moi, dans les supérettes d'Abidjan, du chocolat qui est transformé en Suisse et en Europe, de façon plus générale. Alors que manifestement, on aurait pu développer des industries et c'est, si vous voulez, ce poids, si vous voulez, de l'asymétrie dans les rapports économiques entre l'Afrique et le reste du monde qu'il va falloir transformer et qui est en train d'être, à mon avis, revu pour faire émerger une souveraineté économique africaine réelle au service des Africains. Moussaba Mekidesh, merci d'avoir été des nôtres pour le sujet du jour, à savoir la relation algéro-angolaise sur le volet de l'énergie et bien d'autres volets d'ailleurs. Merci encore, économiste et spécialiste de la question de l'énergie. Je vous dis à bientôt, Moussaba Mekidesh. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. L'édition spéciale se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News et on se retrouve samedi. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.